Dans un monde où l'innovation et l'exécution sont les moteurs du succès, bienvenue dans Marketer Moment. Je suis Guillaume Rostand, je vis le marketing chaque jour en tant que CMO et mentor de start-up. Je me passionne pour ce domaine et ses acteurs. Dans Marketer Moment, notre ambition est non seulement de donner la parole à des professionnels de cette discipline, mais surtout de les inviter à nous raconter leur succès, un canal qu'ils maîtrisent, une campagne particulièrement réussie, des techniques et des sujets spécifiques dont ils sont les experts. Pas de fioritures, du concret, au travers d'entretiens intenses dans lesquels les best practices, les échecs constructifs et les visions pour l'avenir du marketing sont discutés sans filtre. C'est une immersion dans la réalité d'un marketeur au sommet de son art. Marketer Moment est le podcast pour apprendre, être inspiré et peut-être même défier votre propre approche du marketing. Je suis Naufal Lakzali, j'aborde le marketing depuis plus de 10 ans en tant que growth marketer et aujourd'hui en tant que fondateur de la plateforme de marketers Matiers. Je serai votre complice sur ce voyage au cœur de l'excellence du marketing et je vous souhaite une bonne écoute. C'est assez marrant de. Alors, je voulais faire comme intro en disant que ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît et que c'est probablement la première fois qu'on va parler de boulot ensemble. C'est presque intimidant parce que David, on s'est rencontrés à Monaco. Alors, évidemment, ça se passe pendant des événements, donc c'est assez extra professionnel et donc on a quand même peu eu l'occasion de parler boulot. On va parler marketing parce qu'on a la chance d'être tous les deux des directeurs marketing. Et le concept du podcast, c'est donc d'essayer d'entrer dans un case, d'explorer un peu un use case, quelque chose que tu as réussi, quelque chose que tu as bien compris pour essayer de partager vraiment des choses relativement techniques liées à notre travail. Et aujourd'hui, on va parler d'omnicanal, de retail, en tirant l'expérience d'un de tes postes précédents à la Fnac. Mais avant d'entrer dans ce cœur du sujet, tu vas évidemment te présenter pour notre auditoire. Bonjour à tous, merci Guillaume. Donc effectivement, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît et ça fait une vingtaine d'années qu'on côtoie des milieux similaires dans des sujets de marketing digital. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le marketing digital avec des expériences dans des grands groupes, Fnac Darty et aujourd'hui SNCF Connect. Et puis avant 10 ans d'aventure entrepreneuriale avec deux boîtes, une boîte qui s'appelait Greenzer, qui est un portail dédié à tout ce qui était consommation responsable. Et puis Menlook, projet autour de la mode masculine qu'on a développé en France et à l'international. L'idée étant d'accompagner les hommes dans leur dressing du quotidien. Et, Après quoi, Fnac ouais. et aujourd'hui SNCF Connect. Après Fnac, ouais. En fait, après 10 ans d'entrepreneuriat, j'ai eu envie de rejoindre un grand groupe. Déjà, une de mes convictions à l'époque, post-Menlook, c'était euh, être être pure player, c'est difficile. Il faut être un très très gros pure player en fonction du niveau de concurrence. Soit on est très 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 gros, on arrive à générer des économies d'échelle, on s'internationalise et ça va. Soit on est petit, on est sur une niche, on a des petits coûts d'acquisition, on n'a pas beaucoup de concurrents et ça va. Mais c'est dur d'être un e-commerçant qui fait entre 50 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires parce qu'en général, le marché est suffisamment gros pour attirer plein de concurrents. Et s'il attire plein de concurrents, il fait exploser les coûts d'acquisition. Et donc là, ce qui m'a intéressé chez Fnac Darty après l'expérience Menlook, c'était d'aller travailler chez un acteur omnicanal. Et c'est un des sujets dont on va parler aujourd'hui. Exactement. Et effectivement, marge faible, il faut faire beaucoup de volume. Pour faire beaucoup de volume, il faut dépenser beaucoup de marketing. Et donc difficile d'être rentable, sauf quand on est un très gros paquebot comme était Fnac Darty. Ce qui est, je pense que le premier sujet, encore une fois, je regarde de manière personnelle, c'est que dans toutes ces conférences, événements, salons où il nous est arrivé de nous croiser, on entend beaucoup parler d'omnicanal. On en a beaucoup entendu parler depuis 10 ans. Et je pense qu'avant d'en parler, il faut peut-être définir ce que c'est. Pour moi, c'est un peu comme big data, blockchain, enfin, c'est des espèces de sujets qui passent comme ça et dont on se demande un peu quelle est la réalité qui recouvre, même si on comprend un petit peu. Donc, si tu devais le définir en dehors et avant d'entrer dans le cas de Fnac Darty qui a ses spécificités, qu'est-ce qu'on entend globalement par omnicanal? Moi, la définition que j'avais posée à l'époque, c'est de considérer en fait le magasin, et d'ailleurs l'ensemble des magasins comme des devices. C'est-à-dire qu'il y a le web, il y a le mobile, il y a les tablettes, il y a les magasins. Tout ça sont des devices et le client, il consomme des produits ou la marque sur un ensemble de devices, que ce soit des devices physiques ou du retail physique ou du digital.
Et l'expérience omnicanal, c'est vraiment s'assurer que qu'on soit en magasin, qu'on soit sur l'app, qu'on soit sur le web, on ait une expérience de marque qui soit la plus proche et la plus similaire possible, et qu'on soit pas et que l'app soit pas un concurrent du magasin et que le magasin soit pas un concurrent du web. Parce que dans les faits, quand un client vient dans un magasin ou vient sur le site d'une marque, pour lui, il est en lien avec la marque, que ce soit Decathlon, Leroy Il est Merlin. dans l'univers de la marque. Il est dans l'univers Et, de la marque, exactement. et ce que tu veux dire par là, c'est que avec l'arrivée du web, et ça c'est ce que tu me disais quand on a préparé l'épisode, c'est que avec l'arrivée du web, les retailers ont d'abord considéré les magasins comme étant en fait des concurrents internes, avant de les intégrer avant de moins les considérer comme ça. C'est assez classique et je pense même que si on cherche encore un peu en 2023, on a encore des distributeurs dont les magasins perçoivent le web comme un concurrent. Je pense des distributeurs qui sont pas très digitalisés et dont l'e-commerce pèse pour le moment pas grand-chose. Je citerai pas de nom, mais je pense qu'effectivement le web est encore perçu d'un mauvais œil et comme un concurrent qui va piquer du business au magasin. Et c'est une vision, je pense, qui est pas très moderne, qui est complètement dépassée, Mm. parce que le client, lui, il s'en fout. Il se Surtout. dit pas c'est le PNL du web ou c'est le PNL du magasin. Il se dit Ouais. j'ai besoin d'acheter un iPhone, je commence sur le site, je finis dans le magasin, je commence dans le magasin, je finis sur le site. Dans les faits, la marque, elle va répondre à mon besoin, elle me fait vivre une expérience et c'est ça qui compte. Et donc, c'est pour ça que quand tu évolues, tu dis, en fait, le magasin, c'est comme ton app versus ton mobile web versus ton desktop site, c'est un canal, en fait, ou ouais, ce que tu appelles un device, mais c'est vraiment unifié. Enfin, l'enjeu, c'est de l'unifier dans une seule et même expérience client. Exactement, et c'est ça, et c'était pour moi quand j'ai rejoint la Fnac en 2017, j'ai vraiment découvert un modèle omnicanal super robuste et solide. Et je me suis vraiment dit à ce moment-là, c'est une super, vraie, bonne alternative à Amazon, parce que le concurrent numéro un de Fnac Darty, un des principaux concurrents, c'est Amazon, évidemment. Et la force d'un acteur omnicanal, c'est notamment son stock de magasins, son inventaire magasin, ses vendeurs. Mm. Et la Fnac a plutôt hyper bien su mettre en avant tous ses avantages concurrentiels versus un pure player. Et le click and collect en 2 heures, même si Amazon livre super vite, le click and collect en 2 heures dans un magasin Fnac, c'est une vraie réalité, ça marche super bien et c'est beaucoup plus rapide qu'une livraison Amazon. Et c'est vraiment l'un des facteurs différenciants compétitifs très fort d'un player qui peut, alors c'est là qu'on revient sur le canal, qui peut, via ce meilleur exemple qui est la livraison en magasin, qui peut unifier l'expérience web et aller chercher le produit. J'ai des mots en espagnol, je suis désolé. Et la livraison, enfin plutôt la réception du produit en magasin. Ouais. Et effectivement, mais alors du coup, si on résume, omnicanal, c'est cette capacité qu'ont les retailers à considérer chaque canal de vente, qui soit off ou online, comme étant partie d'un même mix de distribution. Et quand tu arrives en 2017 à la Fnac, quelle est la situation que tu trouves? Là, on va rentrer peut-être à la fois en termes peut-être de distribution, de pourcentage de distribution selon ce qu'on va maintenant considérer comme des canaux, et puis un peu plus quand tu ouvres le capot, l'unification de tout ça derrière le décor. Globalement, très bonne en fait. 2017, la Fnac, c'est déjà un acteur. D'ailleurs, la Fnac vient de racheter Darty quand je rejoins le groupe. Avec des stratégies qui ont été différentes, mais globalement un poids de l'e-commerce qui est très solide dans les deux cas, quasiment 20%. Donc déjà, deux acteurs qui ont vraiment déjà très fortement investi sur l'e-commerce. Et même si après il y a toujours des sujets de système d'information, de gestion des stocks, voilà. Mais globalement, moi j'ai été hyper positivement surpris par la machine justement cette capacité à unifier le parcours client et à le réconcilier pour lui fournir une expérience qui soit simple, fluide, rapide, avec un click and collect 2 heures, qui était déjà à l'époque un vrai atout, une vraie réponse pour être plus rapide et plus fort qu'Amazon, avec un maillage territorial qui est très fort. La Fnac, c'est quand même présent dans toutes les grandes villes. Et donc, tu veux dire, ils ont déjà su ça quand tu parles de système d'information, on imagine que le bordel que ça fait de devoir connecter le stock, l'inventaire, les caisses, les ERP des magasins qui tournaient déjà depuis des dizaines d'années avec ce nouveau truc qui est Internet.
Et donc, quand tu arrives en 2017, effectivement, Fnac, on sait que ça a été l'un des premiers sites e-commerçants un peu solides qui ont été lancés en France. Ça, tu arrives Ouais. déjà dans un paysage où ça fonctionne bien et où le web et le retail arrivent à travailler un peu main dans la main. Ouais, ça date, je pense que ça date du début des années 2010. La Fnac a longtemps été dirigée par un CEO super charismatique, Alexandre Bompard, qui a fortement accéléré, qui avait projeté cette réunification des parcours, je pense, avec tout le monde et qui a beaucoup investi là-dedans. Et qui d'ailleurs est en train de faire la même chose chez Carrefour depuis maintenant 3-4 ans, 5 ans. Et oui, donc moi, il y a beaucoup de choses à l'époque qui étaient déjà hyper bien faites et qui faisaient que l'expérience client elle était bonne, hein. L'e-commerce de la Fnac était en forte croissance, le business se portait bien, et je pense que l'expérience client était bonne. Ce qu'il fallait leverager, je pense que la force aussi des magasins, c'est le conseil. Mmh. C'est ce que la plupart des e-commerçants peuvent pas fournir. La Fnac, enfin le groupe Fnac Darty, je crois que d'ailleurs c'était quasiment 15 ou 20 000 conseillers clients dans les différents magasins Fnac et Darty, et c'est une force de frappe en termes de conseil client qui n'a pas d'égal. Et ça c'est quelque chose aussi à leverager parce que on peut regarder en ligne, acheter ou retirer au magasin, mais on peut aussi venir prendre dans l'information en magasin, puis l'acheter en ligne. Euh, on a tous en tête les mercredis après-midi passés dans les rayons de la Fnac à bouquiner sans acheter. Ah ouais, On parlait beaucoup de ça. exactement. On a tous, enfin, la Fnac, on a tous eu une expérience plus jeune avec la Fnac. Et il y a beaucoup de gens qui passent dans les magasins, qui n'achètent pas, mais qui finissent ensuite par acheter un bouquin parce qu'ils ont lu le tome 1 en magasin et ils vont acheter le tome 2 quand il sort et du coup ils vont l'acheter sur Internet. Donc la cross-canalité, elle marche dans tous les sens en fait. Alors du Et c'est coup, même la grosse question, c'est ouais, c'est effectivement, on parle de cross-canalité, mais cette personne qui lit, alors si je dis qu'elle fait pas de check-out, du coup, ça va être compliqué. Mais comment le sujet du coup, c'est de réconcilier toute cette data. Alors là, on parle de quelqu'un qui arrive, qui lit pas le bouquin, donc ça va être difficile d'avoir noté qu'il l'a pas lu. Mais mettons qu'il a acheté en magasin le tome qu'il achète le tome 2 en ligne 2 ans plus tard quand le tome 2 sort, ouais. quel est voilà, comment est-ce que tu réconcilies la donnée dans un gros retailer avec toutes ces boutiques qu'est la Fnac, justement pour unifier off et online. Ça, c'est un peu le deuxième buzzword du podcast. Après Omnicanal, c'est data. Euh, Et bientôt l'intelligence artificielle, et on va trouver. bientôt, l'intelligence artificielle. Non, non, mais euh, je pense que là, le mot data prend vraiment toute sa forme parce qu'effectivement, la force de ces deux enseignes de distribution spécialisée, c'est leur nombre de passages en caisse authentifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, à la Fnac, quand vous achetez à la Fnac, il y a quand même bon nombre de gens qui sont porteurs de la carte Fnac, qui sont dans le programme de feed, et il y a un volume de transactions qui passe en caisse authentifié, c'est-à-dire rattaché à un client, qui est colossal, Hmm. grâce à la force du programme de feed. Euh, Quand tu c'est dis colossal, c'est quel pourcentage, si tu peux le donner? Ouais, c'est 80% et plus, quoi. Ah ouais. Donc alors peut-être moins en termes de transactions et peut-être en termes de volume d'affaires, c'est de cet ordre-là, je crois. Non, mais c'est énorme, En c'est tout cas, c'est énorme. considérable. Effectivement, c'est Donc ça énorme. crée une mine de data à exploiter, du coup. Ça crée une mine de data à exploiter, effectivement, et qui permettent du coup de réconcilier plein de choses, et de réconcilier notamment plein de parcours clients. C'est vrai chez Fnac, mais c'est vrai chez beaucoup d'enseignes. C'est vrai, quand on voit toutes les enseignes qui investissent beaucoup sur les programmes de feed, c'est aussi pour permettre de réconcilier ces Hmm. fameux parcours clients web magasin ou magasin web. C'est vrai pour Sephora, c'est vrai pour Leroy Merlin, c'est vrai pour Decathlon. Tout le monde essaie d'avoir le maximum de transactions authentifiées en passage en caisse magasin pour pouvoir réconcilier ces données. Parce qu'on sait aussi qu'un client omnicanal, donc un client qui achète à la fois sur le web et à la fois sur le magasin, est probablement, enfin, fait partie des meilleurs segments clients que peut avoir un Ouais. distributeur. Et donc, quand un client devient omnicanal, j'ai envie de dire, c'est jackpot. Ouais. C'est pour ça qu'on forme les caisses, les gens en caisse, à dire est-ce que vous avez la carte du magasin? C'est parce qu'on sait derrière
Et si tu peux dire en taux de repeat ou en KPIs, qu'est-ce que ça représente un non-encarté versus un encarté, en gros, en termes de, ouais, je pense que c'est le nombre de purchases par an, du coup. C'est en nombre de purchases par an. Alors après, en fait, ça dépend parce que la complexité de la Fnac, c'est aussi la typologie des produits qui sont vendus. Entre des, Mm. il y a des très gros consommateurs de livres, et là, c'est des clients qui peuvent consommer des dizaines, voire des centaines de bouquins par Ouais. an. Mais un bon client à la Fnac, ça peut aussi être quelqu'un qui achète l'iPhone qui sort chaque année. C'est pas tant en nombre de commandes qu'en volume d'affaires, mais oui, il y a des très très grosses différences. Ouais, enfin, en lifetime value, si on peut dire ça comme ça, même si j'imagine que c'est plus compliqué, mais en tout cas, tu sais, selon les segments, donc du coup, tu vas travailler en catégorie, que un encarté versus un non encarté qui est très affinité avec une catégorie, tu peux calculer que Et, il vaut et, n fois plus. et, et un encarté omnicanal vaut encore plus. C'est le Graal, quoi. Ouais. L'encarté qui achète à la fois sur le web et sur le magasin, c'est ton meilleur client. Du coup, tu arrives à réconcilier énormément des ventes qui sont faites en magasin et en ligne ensemble, et les attacher à un compte client. Et comment, alors il y a deux choses là-dessus. C'est effectivement, après, ça peut te permettre d'avoir des strates CRM plus pertinentes, j'imagine, peut-être locales ou peut-être sur des catégories de produits. Et Bien sûr. puis, c'est comment, enfin, première question, c'est justement comment tu fais ça. Puis ensuite, je crois que le sujet, c'est comment tu remontes ça ensuite à tes stratégies de bidding parce que ça te permet d'avoir une donnée plus granulaire et donc de pouvoir bidder mieux, quoi. C'est un peu d'ailleurs le centre de ce que tu as mis en place. Il me semble que c'est ça, c'est comment tu remontes, tu unifies cette donnée pour ensuite pouvoir les remonter aux différents canaux marketing et mieux bider et mieux acheter ton trafic. Ouais, alors sur la première question de l'animation locale, qui a un point hyper intéressant. Enfin, il y a un truc qu'on avait mis en place chez Fnac Darty qui était top. Dans la Fnac organise des dizaines, voire des centaines d'événements dans les magasins. Ça Mhm. peut aller du showcase de Clara Luciani à une séance de dédicace pour un bouquin, c'est une démo produit. Il y a énormément d'événements qui se passent dans les magasins Fnac. En fonction de, enfin, si Guillaume Rostand, pour ne pas le citer, fait régulièrement des passages en caisse à la Fnac des Ternes. Je vais Mhm. considérer que son magasin préféré, c'est la Fnac des Ternes. Et je vais être capable de lui envoyer régulièrement tous les événements à venir et tous les showcases de la Fnac des Ternes. Et si en plus, je sais qu'il est un grand fan d'Astérix et qu'il y a une dédicace du dernier Astérix dans la Fnac des Ternes, je vais pouvoir t'informer de ça et peut-être même t'inviter dans des conditions spéciales. Donc ça, c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé. Et ça on y arrivait parce que justement, on avait cette authentification des passages en caisse. Donc on était capable de recalculer ton magasin préféré. T'as raison, parce que c'était effectivement, j'y ai passé des centaines d'heures, parce que je n'habitais pas loin quand j'étais jeune. Voilà. Et Ça, c'est grâce à l'IA, je sais. Mais ça, c'est grâce à l'IA que tu sais ça. Ouais, c'est aussi grâce à beaucoup d'autres facteurs qui montrent que j'ai jamais été trop éloigné du 17e arrondissement, mais enfin, c'est encore un autre sujet. Et d'accord, donc tu peux, et ce qui veut dire que tu peux quasiment calculer la tendance que tu vas avoir à tes événements. Enfin, en gros, voilà, ça te permet de on faire, de avait, en fait, générer du trafic. on avait même développé des cycles auto en newsletter qui tournaient toutes les semaines et qui envoyaient à des millions de membres en fonction de leur magasin préféré les événements à venir dans leur magasin. D'accord. Et tu traquais s'ils étaient, tu pouvais traquer s'ils y étaient allés. Enfin, je veux dire, t'allais où jusqu'au bout du cycle? Non, alors je pouvais. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de regarder ces sujets de store visit avec toutes ces boîtes qui sont lancées pour Oui. mesurer le trafic en magasin en fonction de l'exposition d'une campagne. Il en reste plus beaucoup parce qu'il y en a pas Mm. beaucoup qui étaient compliant avec la JPR et avec la CNIL surtout en fait parce qu'en gros c'est beaucoup de boîtes qui mettaient des SDK qui payaient pour mettre des SDK dans des applis tiers Mm. et en fait elles utilisaient la donnée de géologue, enfin l'éditeur refourguait la donnée de géologue alors qu'en fait globalement il n'avait pas le droit d'exploiter ces données de géologue parce que cette donnée de géologue en général elle est autorisée uniquement quand elles permettent d'améliorer le service de l'application. C'est-à-dire Ouais. sur Google Maps, c'est logique d'avoir activé la géologue parce qu'elle te permet d'avoir une meilleure expérience de mobilité ou sur SNCF Connect, c'est normal Mm. d'activer la géologue parce que ça te permet derrière de te pousser par exemple la gare de départ parce qu'on sait dans quelle Ouais. ville. Pour Télé Loisirs, c'est un peu moins vrai. Pour Ouais. l'appli Télé Loisirs, c'est moins justifié. Et donc, en fait, toutes ces boîtes-là Mm. n'avaient pas, je pense, n'avaient pas le droit d'exploiter ces données de géologue. D'accord. Mais
Mais par contre, ce qu'on a réussi à faire à la Fnac, et c'était pour répondre à ta deuxième question, c'est qu'effectivement, on avait une conviction forte par rapport à tout ce qu'on se dit là depuis 20 minutes, c'est que y a des clients qui commencent par le magasin, qui finissent sur le web. Il y a des clients qui commencent par le web, qui finissent dans le magasin, et qu'en fait, un ROI, ça se regarde pas en silo. Au même titre que pendant longtemps, il y avait cette conviction de dire le web d'un côté, les magasins de l'autre, et on est concurrents l'un de l'autre. Il y a pendant longtemps, et même je pense encore dans des boîtes qui fonctionnent comme ça, ou de dire les investissements offline, ça nourrit le marketing de magasin, les investissements online, ça nourrit ton e-commerce. Faux. Les investissements online nourrissent le web, l'e-commerce et le magasin. Les investissements offline nourrissent la marque en e-commerce et en magasin. Et donc, en fait, on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à mesurer le ROI omnicanal de nos investissements, parce qu'on savait que tous les outils de tracking qu'on connaît, on savait que 1 euro investi chez Google ou chez Meta générait 10 euros de chiffre d'affaires sur l'e-commerce, et ça, c'est génial. Mais on voulait essayer de mesurer ce que ça produisait en chiffre d'affaires omnicanal. Parce que tout de suite, du coup, ça améliore significativement le ROI de tes campagnes, et ça démontre en fait le fait que cet investissement digital, il nourrit in fine Ouais. ton business global, quoi. Le fait que ce soit vertueux d'investir, enfin, que ce soit vertueux Exactement. pour l'ensemble du Exactement. PNL, l'ensemble des ventes, d'investir et surtout, quelque part, si on voit que je retiens que tu dis que ça fait 20% du chiffre d'affaires, en fait, en réalité, le chiffre d'affaires indirect produit est beaucoup plus gros, donc te donne beaucoup Exactement. plus de moyens pour réinvestir parce que tu arrives à prouver les effets de bord et les externalités positives. Et ça, c'est assez logique. Je pense qu'on on a tous des cas en tête où on a on a cherché un produit sur Google, on a cliqué sur un produit Google Shopping, on a regardé le produit sur le site e-commerce, et puis on a fini à aller l'acheter dans le magasin parce que c'était une fringue, on voulait vérifier la taille, parce que c'était un parfum, on voulait sentir que c'était bien la bonne odeur, parce qu'on voulait avoir le produit tout de suite, parce que c'était Ouais. pour un cadeau d'anniversaire le soir même. Et donc, on a tous des cas qu'on a vécu, Ouais. sauf qu'on n'était pas capable de le modéliser, ça. On avait cette Mm. conviction forte qu'un ROI, il se regarde pas uniquement aux bornes du e-commerce, il devait se regarder en omnicanal. Et c'est vrai que les gros acteurs sont arrivés avec des produits qui nous permettaient justement de réconcilier ces données de vente magasin authentifiées avec une exposition à une campagne sur le web. Du coup, comment, quoi, aussi Comment? par le menu. J'imagine qu'on va parler des cartes de feed, mais Ouais. du coup, c'est le point d'entrée. C'est voilà, comment est-ce qu'on Ouais, c'est en fait réconcilie? le point d'entrée, c'est de dire quand vous faites une recherche sur Google, Google, dans 95% des cas, sait qui vous êtes, parce que vous êtes peut-être, vous avez un compte Google, vous avez peut-être un Gmail, vous êtes utilisateur de services Google, vous êtes peut-être, parce que vous utilisez YouTube, vous utilisez des favoris, j'en sais rien. Donc Google vous connaît. Donc votre recherche, quand vous tapez iPhone iPhone. 14, Google sait que vous avez tapé iPhone 14. Et puis ensuite, moi, j'ai mes données de carte de feed, où effectivement, je sais que Guillaume Rostand est venu à la Fnac des Ternes pour acheter un iPhone 14. Donc, si Google sait que tu as tapé iPhone 14 et que moi je sais que tu en as acheté un à la Fnac, Google propose un produit qui permet en fait de réconcilier. Alors, tout était anonymisé, pour le coup, tout respectait Ouais. tous les grands principes de la CNIL, mais on arrivait en fait, même en anonymisant, à travers, en faisant matcher le nom, prénom, l'adresse email évidemment, ce genre de choses, on arrivait à réconcilier et à attribuer des ventes magasins à des expositions web. Concrètement, tu as tapé iPhone 14 sur Google, tu as été sur Fnac.com, sur la fiche produit, tu ne l'as pas acheté. 2 jours après, tu te rends dans la Fnac des Ternes, tu achètes le produit, je suis capable de le réconcilier. Et de là, en découle un ROI omnicanal. Mais là-dessus, c'est quand même grâce à Google en grande partie qui te fournit toute une partie de la donnée. Tu as pu le faire. Donc, ça veut dire que Meta te propose la même chose. Est-ce que tout est les grosses régies, voilà, les gars proposent ça, mais du coup, il faut réconcilier ce que eux, tu vois, c'est-à-dire que Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, nous on faisait avec Google et Meta, je ne sais pas pour les autres. Alors, ils font office de tiers de confiance dans un cas comme celui-là, donc il faut leur faire confiance. Mais effectivement, c'est eux qui portent ce travail de réconciliation.
Mais des tests qu'on avait pu faire et des ROI, des incréments de ROI qu'on avait calculés, ça paraissait assez bon en fait. C'est-à-dire que c'était pas complètement Ouais, déconnant, et ouais. les ROI qu'on sortait étaient vraiment intéressants. Et en fait, ce qu'on a souhaité faire, une fois qu'on avait, en fait, on a fait tourner ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour essayer et on faisait tourner plutôt à posteriori, plutôt en mode Mmh. mesure, Mesure que en mesure mode a posteriori, prédictif. c'est-à-dire, bah, en fait, là, on a dépensé 500 000 euros sur Google, ça a généré 5 millions de CA sur le web, donc super, ROI de 10. Et en fait, ces 5 millions de CA sur le web, il faut additionner 12 millions de CA en magasin et ça fait 17 millions de CA. Et Mmh. donc ton ROI, il est mécaniquement bien meilleur. Et ça, on le lisait a posteriori et on disait, regardez, en fait, ça justifie l'investissement qu'on produit sur Go Shopping. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand tu arrives à automatiser et Ouais. injecter en continu tes ventes pour cette réconciliation de manière à ce que tes algorithmes de bidding en SIA intègrent cette notion d'ROI omnicanal et de manière du coup se permettent d'aller peut-être un peu plus haut dans les CPC Mmh. max et un peu plus haut dans les ROI max parce que ton ROI il est plus uniquement digital, il est omnicanal. Ouais. C'est l'objectif. Et d'autant que j'imagine que tu as, enfin, c'est un scoring model, en fait, où tu peux remonter aux mots-clés que tu as achetés. Enfin, j'imagine qu'il faut être très, très granulaire parce que tu as ensuite des filtres de, Au mot-clé, au produit, ouais, au produit. Hein. ouais, aux produits Au de produit, base. d'ailleurs, c'est intéressant parce que d'ailleurs, ce qu'on constatait, c'est que donc il y a une grosse partie là de ce qu'on dit qui est en fait, il y a un terme qui existe qui est l'effet repos. Ce qui est très marrant, c'est que cet effet repos, en fait, il est très différent selon les catégories de produits. Globalement, Et l'iPhone 14, enfin, du coup, ça veut dire qu'il y a certaines catégories de produits stars, j'imagine, high-tech, ou ceux qui ont plutôt tendance, est-ce que enfin, ça va être une fonction du panier moyen, quoi. D'intuition, je dirais ça, mais c'est peut-être plus fin que ça par catégorie. ouais, ça dépend de ça, ça dépend des villes, du maillage territorial, de l'accessibilité des magasins, enfin, ça dépend de plein de trucs et ça dépend des profils clients aussi. Et du coup, on avait réussi à modéliser par profil, par segment de client, par catégorie produit, et injecter tout ça dans ce modèle de bidding qui, du coup, optimisait les enchères sur Google en intégrant cette théorie omnicanal. Euh, il y a un autre élément qui est venu compléter ce dispositif, qui est l'intégration de la marketplace. Hmm. La marketplace propose, ça permet de faire grossir son catalogue, mais c'est en termes de chiffre d'affaires, mais notamment de marge brute, c'est évidemment très différent. Il y a des commissions selon les catégories de produits. Et en fait, ce qu'on a cherché à faire dans un temps 2, c'est vraiment d'aller optimiser les investissements SIA dans une logique de marge omnicanal et en intégrant la marketplace. D'accord. En intégrant le fait que la conversion puisse avoir lieu chez un seller Oui, marketplace ou la FNAC, parce que la oui, compétition n'a pas de parce pas que la même. pour le coup, un produit marketplace, il n'est pas omnicanal par définition, il est Hmm. achetable uniquement en e-commerce. Et alors qu'un iPhone vendu en web et en magasin, lui, il est omnicanal. Et donc, du coup, on se rend compte que le fait d'avoir les produits stockés par l'enseigne Fnac sont mécaniquement beaucoup plus. Enfin, elles génèrent plus d'omnicanalité que les produits vendus sur la Ouais. marketplace. Et donc, on peut accepter. Enfin, un iPhone vendu par Fnac.com ou vendu par l'enseigne Fnac, en tout cas dans le stock Fnac, on peut accepter d'avoir un CPC max plus élevé Que pour un versus produit, le même produit en marketplace. le même produit de la marketplace qui lui va avoir une marge plus faible. Mais tu étais capable parce que du coup, tu exposais dans ton feed shopping, parce que qu'il y a il y avait beaucoup de choses qui passaient par Google Shopping. Du coup, Ouais, ça faisait que tu poussais plus tes produits. Enfin, selon les catégories, tu avais un poids et tu poussais plus tes produits que tu avais ouais. en stock, magasin et online que de la marketplace. C'est ça. En fait, pour chaque produit, on avait mis, ils étaient flagués avec des codes de manière à pas non plus filer l'ensemble des marges à Google. Ouais. On avait flagué des codes et en fait, ces codes étaient utilisés dans les stratégies de bidding de manière à pouvoir différencier et à permettre aux algos d'aller un peu plus haut en termes de max CPC, quoi. Et ça, donc beaucoup avec Google, avec Meta aussi, c'est pas forcément la même logique parce que enfin, le produit Google Shopping, j'imagine, ça s'adapte encore mieux à Ouais, cette logique de bidding. Sur ouais, Meta, tu avais aussi cette même logique, mais ouais, du coup, la diffusion était différente.
Meta propose exactement la même chose. Alors, dans les deux cas d'ailleurs, que ce soit Meta ou Google, il y a une étape intermédiaire qui est avant d'aller sur le store sales, parce que c'est le produit qui s'appelle store sales, il y avait une étape intermédiaire qui était le store visit. Mm. Google était capable de te donner une estimation du trafic généré en magasin par un clic sur un mot-clé ou un produit. Donc, il y avait une étape D'accord. intermédiaire qui était la visite, et puis ensuite, qui était basée sur du coup la donnée de géologue que tu peux activer sur Android. Parce que là, pour Ouais. le coup, avec Android, ils Eux, ont ils peuvent. ils sont assez riches en termes de Ouais. données. Et puis ensuite, ouais, il y avait la donnée, le store sales avec les données feed. Meta proposait sensiblement la même chose avec aussi une étape de store visit et aussi une étape de store sales. Pareil avec cette logique d'opt-in géologue qu'il faut activer dans Meta pour pouvoir savoir si oui ou non tu as accédé dans un magasin. Ce qui n'est pas toujours évident et une des limites de ce produit sur la mesure de la visite, c'est que quand vous avez des magasins qui sont dans des zones commerciales hyper denses avec notamment des étages, si tu prends la Mm. Fnac des Halles par exemple, Ouais. Fnac des Halles qui est dans une zone à fort trafic où globalement la géologue elle marche un peu moins Ouais, elle bien, se perd, en fait. elle se Elle n'est perd. pas aussi précise que Fnac Déterne, pour reprendre ce... Ouais, c'est ça. Là, c'est beaucoup plus facile de géolocaliser Fnac Déterne, ou même si on prend les petites Fnac qu'on peut avoir dans les gares, comme ça. Enfin, là, c'est très compliqué aussi parce que du coup, il y a plein de commerces qui sont tous à touche-touche et la géoloc, elle est plus compliquée. Donc ça marche vraiment bien. Typiquement sur Darty, ça marchait très bien parce que Darty, on avait rarement des Mm. magasins comme ça. Il y avait beaucoup de magasins en périphérie qu'on peut détourer beaucoup plus facilement d'un point de vue géographique et sur Darty, cet effet repos, il est encore plus vrai, parce que tout l'exemple qu'on prend là, Oui. sur les livres ou les iPhones, enfin, essayer de réfléchir Ouais, à la vaisselle, quoi. acheter un lave-vaisselle, une machine à laver ou un frigo. Mm. On est beaucoup dans. Alors, c'est pas aussi complexe que d'acheter une voiture, mais on va dire que c'est entre une BD et une voiture. Et, Ouais. euh, T'as et le dans, frigo et la vaisselle. ouais, Et du coup, ça veut dire que c'est, mais ce qui veut dire que c'était, enfin, ce que tu as mis en place, enfin, jusqu'à présent, ils bidaient de manière un peu blind sur les frais réels de leurs investissements online. je dirais pas blind, il bidait comme tous les Ouais, e-commerçants dans une logique de mesurer le CA généré sur le web. ouais, C'est-à-dire ouais, un ROI e-commerce standalone, ouais, euh, qui est quelque chose d'assez classique, hein. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'acteurs de la distribution spécialisée qui font ça, soit parce qu'ils n'ont pas de volume, ils n'ont pas assez de ventes en magasin authentifiées. Et donc, du coup, ils sont blind sur les passages en caisse. Et si on est blind sur les passages en caisse, le produit ne marche pas. ouais. Euh, ou alors, juste un petit manque de maturité ou de connaissance sur ce sujet, parce que Ouais. c'était assez nouveau quand on a mis ça en Ou place. alors pas assez de dépenses chez Google parce que je suppose qu'il faut être un gros spender pour qu'ils dédient des équipes pour la partie technique Alors de oui, mais l'application. enfin, c'est aussi dans leur intérêt Bien de te sûr, montrer le revenu canal parce qu'une fois que tu as compris ça, qu'ils normalement, dépensent plus. si t'es pas trop con, tu dépenses plus. Ouais. Donc ouais, donc ça c'est plutôt le fait de devoir encarter parce qu'après tu extrapoles, tu dis que tu as 80% des ventes qui sont Ouais, en alors en nombre de caisse. commandes, c'est un peu moins en chiffre d'affaires, ça doit être à peu Ouais. près ça. Ouais. Mais enfin, en tout cas, Donc t'as pas besoin d'extrapoler beaucoup quoi. non, et de toute façon, c'est l'exemple que je prends tout le temps. Je répète qu'en période de présidentielle, en interrogeant 1000 Français, on sait qui va être le prochain président. Donc, dans les faits, si on Ouais. a 1000 porteurs de cartes représentatifs qui passent en caisse, que ce soit à 30, 60 ou 90, dans les faits, après, c'est juste un sujet de modèle d'extrapolation, mais quand on a les bons data scientists, voire même juste des bons statisticiens, pas forcément des data Ouais. scientists, ça marche aussi, Ouais. on arrive à extrapoler. Après, c'est une histoire de conviction. Et je pense qu'il y a des typologies de produits où l'effet repos, il Ah. est aussi amplifié. Alors bah je pense qu'on a fait le tour de la réconciliation. J'ai une question, c'est combien de temps ça prend pour mettre en place un système qui soit efficace du moment où tu lances le projet au moment où ça a un impact réel sur ton bidding à peu près? Ah, ça a pris beaucoup de temps parce qu'en fait, il y a des aspects juridiques quand même assez lourds de faire valider ce partage de données. Ouais. Il y a des aspects techniques, il y a des aspects de paramétrage, le bidding. Si on prend le volet marketplace, c'est un projet qui nous a pris, je pense, quasiment un an. Ça nous a occupé pendant un an, ce sujet-là, parce que la première étape, c'était vraiment le volet juridique sur le fait de est-ce que oui ou non on partage ces données
à un GAFAM, concrètement. Ouais. Est-ce que ça va, enfin, quel risque on prend, est-ce qu'on a le droit de le faire, tous ces éléments-là. Ensuite, c'est de commencer à tirer les rapports a posteriori, donc vraiment regarder dans le rétro, de se dire, en fait, sur le mois d'octobre 2017, j'ai dépensé tant, et avant, quand je regardais mon ROI et le CA généré, c'était tant, mais en fait, en vision omnicanal, c'est tant, donc il faut le dire une fois, deux fois, trois fois, pour éduquer tous les décideurs en interne. Et puis une fois que on a réussi à installer ce nouveau KPI de ROI omnicanal, parce qu'en fait c'est un nouveau KPI aujourd'hui quand on regarde les dashboards d'une activité e-commerce, on a tendance à regarder les ROI des campagnes e-commerce pour les raisons de silo que j'évoquais en introduction. Et donc il y a tout un sujet de pédagogie pour installer le changement dans cette mesure. Et puis ensuite, il faut que les opérationnels et la technique mettent tout ça en place, et ça peut être assez long pour automatiser la réconciliation, enfin le dépôt des ventes anonymisées, la réconciliation. Enfin voilà, tout ça est assez lourd. Mais Ouais. ouais, en un an, et je pense que, enfin, j'espère que ça tombe toujours. C'est quelque chose, en tout cas, et notamment avec le volet marketplace, qui est quand même la marketplace chez beaucoup d'e-commerçants, ça prend quand même beaucoup d'ampleur, et en fait, les commissions sont très, très différentes. Ce qui est intéressant dans le modèle de marketplace, c'est que dans certaines industries, on gagne plus d'argent avec une commission marketplace sur lequel on n'a pas à supporter les coûts logistiques Ouais. Ah oui, bien sûr. que voilà, quand vous êtes e-commerçant et que vous prenez 15 ou 18% de hors taxe sur le montant TTC, Ouais. euh, Oui. On la connaît, ce petit la trick. connasse, hein, vous prenez ça et que du coup en fait c'est de la marge, brute parce que vous n'avez pas Ouais. de coût logistique, vous n'avez rien, versus une marge à 30% dans lequel vous avez des coûts logistiques, enfin, des coûts de retour, des coûts de service client, des coûts de machin, des coûts de trucs. Bon, dans certains cas, la vente marketplace, elle est plus rentable. Et c'est ça qui était intéressant dans ce modèle de ROI omnicanal qui intégrait les commissions marketplace, c'est qu'on arrivait vraiment à maximiser la marge de la boîte et l'EBITDA et pas uniquement la top line. Ouais, oui, parce que du coup, tu prends en compte beaucoup, beaucoup plus de ventes. Et en chiffres, donc un an de boulot, et en chiffres, la répercussion sur ton mix, soit sur ton mix entre les différents canaux, parce que ce que ça privilégie shopping, enfin, ça a, j'imagine, tendance à privilégier ceux qui te proposent ce calcul, c'est-à-dire Google Ouais, et d'accord. Meta. L'effet en budget spend ou en ROI ou en, tu vois, l'effet d'efficience, tu l'as mesuré comment? En fait, il y a deux façons de voir les choses. Il y a une version, il y a une vision qui consiste à dire bon bah en fait on va arrêter d'investir en offline et on va investir plus en online. Sauf que comme le offline ça sert pas forcément à générer de la performance, mais ça peut aussi servir à générer de la préférence distributeur, préférence de marque. Du coup ça se fait au détriment de la préférence de marque et c'est pas forcément un bon calcul. Mais quand on est dans une enveloppe marketing ISO, et Ouais. c'est là où la mesure par économétrie prend tout son sens aussi. Euh, Mm. et c'est quelque chose qu'on avait commencé à faire chez Fnac Darty et qui avait aussi beaucoup, beaucoup de valeur pour mesurer la contribution au trafic magasin, au trafic web, aux ventes magasins, aux ventes web de nos investissements on et off. Ouais. Soit on est bullish et du coup on va augmenter son investissement en digital sans taper sur le budget marque Offline, offline, ouais, parce parce que, qu'on dit qu'en globalement, enfin, c'est des ventes qu'on va récupérer nous, parce que le modèle est assez vertueux. À partir du moment où on a prouvé que le ROI omnicanal, il était le ROI omnicanal sur marge et pas sur volume d'affaires. À partir du moment où on a prouvé qu'on gagnait de l'argent, on peut mettre, enfin, c'est un puissant fond, c'est-à-dire qu'on peut mettre ouais, beaucoup d'argent et s'assurer qu'in fine, on va en gagner beaucoup. Ça rappelle un peu les modèles de Booking.com sur le SIA par exemple, qui a tendance à beaucoup, enfin tu connais ça par cœur, ouais, Guillaume, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où en fait, je prends 15 ou 18 ou 20% de commission et que en fait, mes coûts marketing me coûtent pas plus que 5 ou 7, tu bah peux en y fait, aller. je mets, parce qu'en fait, à chaque fois que je génère une transaction, je gagne de l'argent, quoi. Ouais,
Oui, oui, c'est donc en fait et la ouais, la voie que vous avez choisie du coup, elle est plutôt de quelle, enfin, elle est plutôt, par rapport effectivement, parce qu'il y a un gros sujet par rapport au budget offline, ça a eu tendance à appauvrir un peu l'enveloppe offline ou au contraire vous êtes dit: «On va essayer d'avoir les 2 en même temps puisque c'est pas les mêmes objectifs»? Alors moi, je suis parti au moment où justement ces discussions budgétaires avaient lieu, donc je pourrais pas te D'accord. répondre. Je pourrais pas te répondre. Je ne sais pas. D'accord. Et alors, ce qui est marrant, c'est que de Fnac maintenant à SNCF, est-ce que tu as la même problématique? Parce que est-ce qu'on achète encore beaucoup de billets de train aux bornes des gares? Est-ce que c'est quelque chose qui est mis en place? Est-ce que ça existait déjà? Ou c'est un univers totalement différent? Alors, il y a deux questions là. Est-ce qu'on achète toujours autant de billets dans les gares? De moins en moins. Ouais, Heu, Après, SNCF Connect est une agence de voyage dans un marché qui est ouvert à la concurrence. Avec plusieurs, donc nous sommes plusieurs agences de voyage à avoir l'agrément de distribution de billets SNCF. Heu, donc je ne sais pas ce qui se passe en matière de je n'ai pas du tout la même logique omnicanal chez d'accord. SNCF Connect, parce que d'un côté, je suis moi l'agence de voyage distributeur et de l'autre, les gares, les boutiques, les bornes libre-service sont le réseau de distribution du transporteur. D'accord. Donc ce sont des Donc choses tu différentes. d'accord, donc t'as pas le même, J'ai pas tu la peux même pas faire de logique parallèle. omnicanal. Non, j'ai pas la même du tout la même logique, non. Non, non. OK, bah, écoute, c'est hyper intéressant. Je sais pas si tu veux rajouter des choses, je sais qu'on va être pris par le temps, mais si tu veux rajouter un dernier point sur, peut-être quelle va être la next step. Alors, on peut parler de l'IA, mais la next step, si ça, on considère que c'est le gros sujet de ces 20-25 dernières années des retailers, en tout cas des players qui ont, un équilibre entre vente et on, important. C'est quoi leur défi actuel ou le défi à venir que tu vois? Je pense qu'il y a un sujet sur la marketplace qui est intéressant, qui a plutôt été une nouvelle opportunité de marché. Mais là, maintenant, 2023, leur sujet aujourd'hui, il se situe où, selon toi? Moi, je trouve que le sujet des distributeurs, c'est parce que là aujourd'hui, tout ce on a parlé beaucoup d'acquisition, on a parlé un peu de programme de feed, mais le sujet des distributeurs, c'est comment je fidélise mieux mon client pour qu'il soit pas tenté d'aller voir ailleurs. Moi, je trouve Ouais. qu'aujourd'hui, je trouve que les investissements qui sont faits en matière de fidélisation, et quand je dis fidélisation, c'est pas juste un programme de feed en fait. Le programme de Mmh. feed, c'est un élément de la fidélisation, mais si on prend la relation client, par exemple, il y a encore aujourd'hui trop d'e-commerçants euh, qui, quand la Poste a perdu votre produit, qui vous disent on va ouvrir une enquête, pendant 3 semaines il va rien se passer, et au bout de trois Ouais, semaines, peut-être on va te renvoyer un produit, peut-être on va te rembourser, mais patiente. d'accord. Ouais, Tout le monde fait ça, sauf Amazon, qui a compris qu'en ouais, fait, dans ce moment critique où tout pourrait basculer, ce qu'il faut faire, c'est te renvoyer un produit. Parce que derrière, avec une expérience comme ça, évidemment que la prochaine fois que tu auras besoin d'acheter, tu vas recommander chez eux. Et je trouve ouais, qu'en fait, les boîtes, les distributeurs investissent pas assez dans leur relation client. Il y a beaucoup trop de distributeurs qui considèrent que la relation client, c'est un centre de coût, alors qu'en ouais. fait, c'est un centre de profit. Chez SNCF Connect, Tech, on a fait le choix, moi je m'occupe à la fois du marketing et à la fois de la relation client. Notre conviction, D'accord. c'est qu'en fait, il y a des vases communicants très très fort entre les deux, et que quand tu as une très bonne relation client qui t'a fidélisé à fond ton client, tu as peut-être moins besoin d'investir en marketing et moins de tomber dans le syndrome du coût d'acquisition qui explose et Ouais, la prise d'otage du CPC qui augmente. ouais. Et Parce que, l'autonomie d'Anaïd parce que tu passes ton temps à rajouter dans exactement, un panier percé, quoi. il faut prendre soin de ses clients beaucoup plus. La relation client, c'est il faut investir dans les outils, il faut investir dans l'information, Mmh. il faut investir dans les conseillers, il faut avoir des conseillers autant que possible en France qui comprennent les clients, qui ont les beaux outils, qui vivent l'expérience du client de la même façon que le client, qui sont disponibles sur les canaux où ils sont attendus par les clients. Ouais, Et que derrière, l'ensemble de ces conversations clients, elles soient aussi analysées pour comprendre
qu'est-ce qui a généré un contact? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une anomalie? Est-ce qu'il y a un irritant? Est-ce que et comment on fait pour que ça n'arrive pas? Donc tu veux dire que l'avenir du retail, ça n'est pas le métaverse, mais c'est ce qu'on pourrait considérer comme étant du bon sens, c'est-à-dire d'arrêter d'être à la course à l'acquisition, ou de continuer à l'être, mais en tout cas de travailler. C'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est un truc un peu justement de bon sens, mais qui est mal fait. Et l'une de tes hypothèses, c'est parce qu'on considère que c'est un centre de coût et qu'en gros, une fois que le client a payé, il a payé. Ouais. Et jusqu'à la prochaine fois où je vais essayer de le rattraper par le collet, quoi. Le Et il le n'y a pas un le truc. le le problème de ces sujets, c'est que globalement, heu, pour débloquer des budgets, en général, il faut qu'on arrive à prouver des ROI. Mmh. Qu'un ROI de relation client, c'est un ROI de satisfaction, client et pas forcément, d'euros et qu'on n'arrive pas à mettre de l'euro sur la SAT et donc du coup, on n'investit pas sur ces projets. Mais la Ouais. satisfaction client, dans les faits, on arrive à le corréler avec de l'euro. Enfin, je veux dire, on pourrait tout à fait développer des modèles, peut-être même que l'économétrie permettrait de le faire. Mais ce qui est Ah, sûr, c'est donc tu veux dire le même modèle que ce que tu faisais un peu top funnel, mais bottom funnel ou post funnel en fait. exactement. Cool, top. Bah on va s'arrêter là du coup. On s'arrête là. D'autant que tu dois avoir un meeting qui s'enchaîne, j'imagine. Toujours. Ah ben voilà. Bah, moi aussi, il faut que j'aille déposer mon fils au rugby. Merci infiniment. Je recompile tout ça et puis je t'enverrai tout ça pour écoute. Très bien. Merci Guillaume. À très bientôt.